Les événements débutent au milieu de la bataille finale entre les humains et la tribu des démons où 5 héros affrontent l'empereur démon, Simoli. Au sommet d'un pic connu sous le nom de pilier de la bête lunaire, cette grande guerre touche à sa fin. L'empereur démon est éliminé, mais les 5 héros humains paient un lourd tribut en retour. L'épéiste sacré Ronfaï, l'archer céleste Faya et le chevalier impeccable et Malovi apparaissent. Alors qu'un des héros nommé Gron tente de soigner la sage de la lumière sacrée, Sofka, en utilisant l'art de la guérison, elle demande à Maître Gron d'arrêter, expliquant que ses efforts sont inutiles. Et Malovi ajoute que la blessure infligée à leur compagnon par le coup final de l'empereur démon n'est pas quelque chose que Gron, dans son état d'épuisement, peut soigner. Gron leur crie dessus avec colère, leur disant de se taire, mais Sofka, blessée, lui demande d'arrêter d'essayer de la sauver, affirmant qu'elle est déjà satisfaite de cette fin. Faye exprime son regret que, malgré leur victoire, ils n'aient pas pu tenir leur promesse de revenir tous ensemble. Soudain, la voix de l'empereur démon résonne, confirmant que ce que Sofka a dit est vrai et que c'est la fin. Gron est surpris d'entendre la voix de l'empereur démon et se tourne rapidement dans la direction du son, mais il ne le voit pas autour d'eux. L'empereur démon annonce que c'est sa voix et les derniers mots de cette bataille majestueuse. Une énergie sanglante jaillit des corps des héros, et ils réalisent qu'ils ont été trompés. Ils découvrent que quiconque tue l'empereur est absorbé par son corps et son sang. L'empereur explique que c'est sa véritable capacité, qu'il préfère appeler son évolution. L'empereur déclare que ceux qui l'ont vaincu sont dignes de devenir ses nouveaux corps, et qu'il les utilisera tous dans sa grande quête pour anéantir toute vie dans le monde, en particulier le corps de l'humain le plus fort, Gron. Mlovi crie le nom de Gron, essayant de se libérer du pouvoir de l'empereur démon avant qu'il ne le consume, mais il échoue. Il dit à Gron qu'il préférerait mourir de sa main plutôt que de devenir un outil de massacre entre les mains de l'empereur. L'empereur démon tente de dissuader Gron de cette idée absurde de tuer ses camarades, lui rappelant que Malovi est sa seule famille restante. Mais Malovi crie à Gron de se dépêcher et de le faire car il ne peut plus tenir. Gron se tient face à son frère qui est consumé par les ténèbres, son épée à la main, tandis que la voix de l'empereur démon le supplie de ne pas laisser se produire la tragédie d'un frère tuant un frère. Malovi se moque de Gron, lui demandant pourquoi son épée tremble et s'il ne peut se résoudre à le tuer. L'empereur démon explique que la résistance est futile car le côté droit du corps de Malovi a déjà été absorbé. Malovi reprend le contrôle pendant un instant pour dire à Gron qu'il est heureux que son hésitation ne soit pas due à la faiblesse. Malovi se jette sur l'épée de Gron, s'empalant la poitrine et mettant fin à sa propre vie comme pour épargner à Gron des remords futurs, et dit à Gron que seuls les cruels et les meurtriers méritent un tel pouvoir. Il révèle ensuite la capacité innée de Gron, la mer de cadavres et de sang, qui lui permet d'acquérir un pouvoir permanent pour chaque vie qu'il prend. Faye crie le nom de Gron paniqué alors qu'il serre fermement son épée. Dans ces derniers instants, Faye exhorte Gron à ne pas laisser le sacrifice de Malovi être vain, et Ran lui demande de faire ce qu'il doit, lui confiant la garde de sa sœur. Des marques apparaissent sur le visage de Gron, symbolisant les 3 âmes qu'il a prises. La voix de l'empereur se moque de lui demandant pourquoi il a fait ça. Expliquant que le pouvoir acquis grâce à 3 vies était seulement suffisant pour libérer sa main droite, Gron répond qu'une seule main suffit pour résoudre le problème final. Dans un mouvement soudain, Gron lève son épée pour se couper la tête, surprenant l'empereur qui demande sarcastiquement si c'est sa solution. L'empereur crie de colère, lui disant d'arrêter de tester sa patience. Au milieu de ce conflit, l'empereur saisit l'épée de Gron avant qu'il ne puisse se couper la tête, utilisant la main gauche de Gron, qu'il contrôle, et brise l'épée sacrée, Sora. L'empereur déclare avec confiance qu'il n'y a plus aucune attaque dans le monde qui puisse nuire à son corps invincible, mais Gron répond avec défi, demandant si l'empereur croit vraiment que ce qu'une épée peut détruire, il ne peut pas le détruire lui-même alors que Gron enfonce sa main dans sa poitrine. L'empereur est étonné et crie son nom alors que Gron écrase son propre cœur avec son poing, le détruisant sans hésitation. L'empereur admet qu'il a sous-estimé Gron, le décrivant comme un homme né pour le massacre qui continue de tuer jusqu'à sa mort. Alors que la conscience de Gron s'évanouit, il pense que c'est sa fin, emmenant l'empereur démon avec lui, mais il regrette de ne pas avoir pu anéantir toute la tribu des démons ou sauver les personnes qu'il aurait dû protéger. C'est son dernier regret. 5 ans plus tard, un groupe de démons organise un service commémoratif pour le 5e anniversaire du décès de l'empereur. Il ressort clairement de leur conversation qu'ils ont enlevé 4 filles humaines et un démon comme sacrifice. Leur chef prononce un discours, jurant que le sacrifice de l'empereur restera dans la mémoire de la nouvelle génération de démons, puis annonce le début de la cérémonie. La cérémonie consiste à abattre d'abord les 4 sacrifices purs, puis à verser le sang d'un démon en offrande à l'empereur. À ce moment, le sacrifice démoniaque, qui est en fait la conscience de Gron, se réveille en se demandant où il est et comment il n'est pas mort. Le chef l'attrape et lui crie de ne pas bouger, le traitant de racaille et du plus faible des démons, indigne même d'un nom. Gron se regarde sous le choc et l'incrédulité, réalisant qu'il est devenu un démon. Le chef lui dit qu'être offert en sacrifice est le plus grand honneur qu'il puisse jamais recevoir. Alors que le chef démon abaisse son arme, Gron esquive le coup à la dernière seconde, ce qui entraîne la séparation de sa main liée. Le chef crie de colère, croyant que Gron a tout gâché avec son mouvement, puis se demande s'il l'a fait exprès.
Grand lance au chef un regard perçant et lui demande s'il ne le reconnaît toujours pas, ce qui fait que le chef se fige sous le choc et commence à remettre en question la véritable identité de Grand. Une série de flashbacks commence, montrant le même chef dans le passé ordonnant à un novice de se mettre à l'arrière et de ramer fort car les 4 maîtres regardent. Les flashbacks révèlent une attaque surprise lancée par la flotte démoniaque depuis la mer en mars 2012 de la Nouvelle Ère, une bataille qui a éclaté si soudainement qu'aucun humain n'est arrivé à temps pour intercepter la flotte. Face à cette menace, un homme se tient seul pour arrêter l'armée des démons, connu sous de nombreux titres, notamment le chef guérisseur de la secte de la miséricorde et le fou tueur de démons. Le roi démon descend, sa voix résonnante retentit, « Tous les soldats, écoutez mon commandement ». Les événements reviennent rapidement après cette bataille où le chef rapporte que tout le monde est mort sauf leur chou. Un résumé des résultats de la bataille est présenté, indiquant que 3 des rois démons ont été tués tandis que le roi de l'immortalité, Chou, a survécu. Le chef voit Grand se tenir au-dessus des cadavres de ses camarades démons, son corps couvert de leur sang. Dans une autre scène, le chef se souvient comment Grand pouvait facilement démanteler les démons blindés en ciblant leurs articulations. Revenant au présent, Grand réalise que sa capacité de mer de cadavres et de sang a été remise à 0. Lorsque les autres démons à la cérémonie l'attaquent, Grand se défend et en tue 9 d'un seul coup. Grand note que ces démons sont extrêmement faibles et que l'élimination de 9 d'entre eux lui a accordé très peu de pouvoir. Son aptitude innée est expliquée à nouveau. Son pouvoir augmente de façon permanente avec chaque vie qu'il prend, la quantité d'augmentation dépendant de la force de la cible. Grand saisit l'un des démons qui crie de douleur, le suppliant de le lâcher. Grand s'approcha des 4 femmes qui avaient été offertes en sacrifice avec des pas lourds, ses yeux brillant d'un mélange de tristesse et de rage. Ensuite, Grand essaie d'utiliser l'art de la guérison pour soigner sa main coupée, mais est choqué lorsque sa main se transforme en une forme monstrueuse terrifiante avec des serpents qui en sortent. Dans un moment d'horreur et de déni, Grand réalise l'horrible vérité. Il n'a pas été réincarné, mais a été incarné dans la chair d'un démon. Grand est rempli de rage et de dégoût pour cette race, qu'il considère comme honteuse et méprisable. Il déclare finalement que cette race n'a aucune raison d'exister si ce n'est pour être tuée de ses mains. Grand ne pouvait pas comprendre ce qu'il voyait. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc et son cœur devint lourd d'une amertume insupportable. Une vague de nausée l'envahit avant qu'il ne s'étouffe et ne vomisse à cause du choc. Un des démons que Grand avait attrapé menace de le torturer jusqu'à ce qu'il crie aussi misérablement qu'un humain avant de le tuer. Le démon grogna, brandissant les conséquences, et le traita de plus faible des démons. Quant à Grand, il sombra dans le silence, se demandant intérieurement pourquoi il s'était retrouvé dans cet état. Alors que le démon pense que Grand semble différent d'avant, il décide d'être plus cruel pour l'intimider. Grand se jeta en avant d'un mouvement décisif, mettant fin à l'argument du démon en déchirant son corps en 2. Grand accepte son nouveau destin, pensant que tant qu'il peut continuer à massacrer des démons, il n'a rien à redire. Après avoir achevé les démons restants, Grand se souvient les avoir entendus dire que 5 ans se sont écoulés depuis qu'il a vaincu l'empereur démon. Il décide qu'il doit d'abord trouver un endroit pour s'installer et enquêter sur l'état actuel du monde. Grand reconnaît le crâne du troll, Yuan Shan, réalisant qu'il est sur le plan où il a précédemment combattu cette créature massive. Il remarque que les générations suivantes de démons ont construit une forteresse sur les os du troll. Une vue d'ensemble montre le squelette massif du troll, Yuan Shan, et la forteresse construite dessus. Grand trouve une grotte qu'il utilisait auparavant comme cachette temporaire. Et après avoir confirmé qu'elle est exempte de toute activité démoniaque, il décide que c'est un endroit sûr pour se cacher. À l'intérieur de la grotte, Grand allume un feu et s'assoit à côté. Grand se souvient d'un souvenir du passé où il voyageait avec ses compagnons héros. Grand traversait une rivière de lave en fusion, portant ses compagnons sur ses épaules, endurant la chaleur comme si elle ne l'affectait pas. Dans ce souvenir, il a critiqué en plaisantant les compétences de couture de sa compagne, Faye, après qu'elle lui ait confectionné des vêtements avec des feuilles, ce à quoi elle s'est défendue en disant que les ressources étaient limitées, ce qui a fait rire le reste de l'équipe. Le souvenir s'estompe alors qu'il regarde une petite statue en bois de l'un de ses compagnons. Grand a soigneusement placé la statue à côté des autres représentant ses camarades, souhaitant avoir pu faire mieux à cette époque. Puis Grand jeta sa statue en bois dans le feu comme s'il voulait effacer sa propre trace parmi eux. Grand a regardé sa statue brûler dans le feu comme si son ancien moi s'évanouissait avec les flammes, laissant derrière lui un nouveau départ. Ses pensées reviennent au présent, se demandant combien de vies ont été détruites par les démons au cours des 5 dernières années. Grand décide que puisqu'il est devenu un démon, il doit utiliser cela pour les détruire de l'intérieur, et il commence à accéder aux souvenirs du corps démoniaque qu'il habite. Les souvenirs révèlent que ce corps appartenait à un faible démon de la lignée du sang de serpent, un esclave dans la région de Yuan Shan qui était constamment victime d'intimidation selon la loi du plus fort en vigueur chez les démons. Puis un souvenir plus surprenant apparaît, celui d'un professeur démoniaque donnant une leçon sur l'état du monde à une classe de démons. Grand est stupéfait par l'idée d'éducation chez les démons car il croyait que leur nature ne contenait que le désir de tuer étant de simples outils de guerre créés par l'empereur démon. Grand se demande comment les démons ont réussi à développer une civilisation et à établir une présence sur Terre en seulement 5 ans. Il se reproche ce qui s'est passé,
croyant que la raison en est qu'il n'était pas assez fort dans sa vie passée pour résoudre tous les problèmes. Grand se jure que dans cette nouvelle vie, il doit devenir plus fort qu'il ne l'était, et qu'il ne reculera devant rien pour remplir son serment de traquer et de tuer tous les démons. La scène se déplace vers le camp d'entraînement des nouvelles recrues numéro 2 de la région de Yuanshan, où Gron écoute un instructeur démon expliquer la situation actuelle sur le continent de Soli. Grâce à cette explication, Gron comprend qu'au cours des 5 années qui ont suivi la mort de l'empereur démon, les démons, dirigés par Shu, ont établi 5 cours principales et ont continué la guerre avec les humains, ce qui a conduit à une impasse où chaque camp contrôle la moitié du territoire. L'instructeur passe à parler des talents innés. L'instructeur a expliqué que les talents innés sont des capacités avec lesquelles on est naturellement. Il a ensuite ajouté que les démons, tout comme les humains inférieurs, possèdent chacun un talent spécial avec lequel ils sont nés. L'instructeur a expliqué que l'utilisation de toute compétence de leurs talents innés, que ce soit par les humains ou les démons, se fait au prix de la consommation d'une partie du pouvoir du sceau maudit latent dans leur corps. Il leur a expliqué que leur pouvoir de sceau est affiché sous forme de symboles classés du plus faible au plus fort, du premier au 6e sceau. Quant au sceau qui dépasse le 6e, appelé transcendant, en parler était considéré comme futile pour le groupe de débutants et se vante qu'il est lui-même un puissant détenteur du 2e sceau alors que toutes les nouvelles recrues sont au niveau du 1er sceau. Gron réalise qu'il est également actuellement au niveau du 1er sceau et pense que les démons à sang de serpent sont rares et qu'il a besoin d'en savoir plus sur son nouveau talent inné. L'instructeur continue d'expliquer que le 2e sceau est un point crucial où l'on peut éveiller l'autorité de son talent inné. L'instructeur a expliqué que l'éveil de l'autorité d'un talent inné n'est possible qu'en atteignant le 2e sceau, déclarant qu'il sert de dernier mouvement et de technique unique pour chaque individu. C'est leur mouvement ultime ou leur technique spéciale. Un nouveau démon talentueux arrive, et les autres s'écartent de lui par crainte alors qu'il pousse Grand avec force. Il chuchote qu'il est un génie au niveau du 2e sceau, et qu'ils ne peuvent pas se permettre de le mettre en colère. Le nouveau venu regarde Grand avec dédain et demande qui a permis à cet esclave d'entrer, tandis que d'autres le décrivent comme des déchets sans valeur. L'instructeur leur ordonne de se taire et que Grand soit renvoyé dans le caniveau, annonçant le début de la leçon pratique. L'instructeur explique que le pouvoir du sceau et le talent inné ne déterminent pas entièrement l'issue d'un combat, mais que l'habileté, l'information, la tactique et l'adaptabilité sont tout aussi importants. Tout le monde a été averti que sa prochaine tâche nécessitait une observation et une analyse minutieuse, menant finalement à l'identification du point faible de la créature. Le nouveau venu a montré un enthousiasme évident, voyant enfin quelque chose qui a piqué son intérêt. L'instructeur révèle une bête massive enchaînée, expliquant qu'il s'agit d'un vil démon hurlant, un type de démon créé par l'empereur dans ses premières années, qui attaque tout le monde indistinctement en raison de sa faible intelligence, et c'est le seul qui reste sur 10. Grand trouve la leçon ennuyeuse et décide de partir, croyant qu'il n'y a pas d'autres informations utiles. Alors qu'il part, il pense avec regret qu'il ne peut pas tuer tous les démons pour augmenter le pouvoir de sa mère de cadavres et de sang parce que cela provoquerait une énorme agitation et lui apporterait des ennuis. Le démon hurlant s'est soudainement déplacé, se jetant férocement sur les démons environnants. L'instructeur saisit les chaînes de la bête en pensant que, bien que la bête possède le pouvoir du 3e sceau, sa seule faiblesse, sa gorge, est sous son contrôle, ce qui la rend incapable d'utiliser son pouvoir. Soudain, le vil démon hurlant commence à parler, ce qui choque l'instructeur. La bête se moque de l'instructeur, l'appelant petit frère et disant qu'il croit à tort qu'il est en sécurité en contrôlant sa gorge. La bête décrit la nouvelle génération de démons comme naïve et révèle qu'elle joue les imbéciles depuis des semaines pour mener à bien une mission et que l'élimination des démons de la cour de l'atrocité présent n'est qu'un ajout à sa tâche. La bête se libère de ses chaînes et attaque l'instructeur, le tuant d'un seul coup. Les démons tremblaient de terreur en voyant leur instructeur tomber si facilement comme si sa force ne signifiait rien contre la créature. Le vil démon hurlant a chargé à travers les rangs des démons, les attaquant férocement et en massacrant un grand nombre sans pitié. Au milieu du chaos, le démon talentueux est blessé par le pouvoir de la bête du 3e sceau et décide que la priorité est de s'échapper et de ne pas gaspiller son arme secrète dans cette situation. Lorsque le démon talentueux tente de s'enfuir, Gron lui bloque le chemin. Le démon talentueux est tombé au sol, regardant Gron avec colère et se demandant « Pourquoi es-tu sur mon chemin ?» Gron le regarda avec un regard effrayant et terrifiant comme si ses yeux contenaient une menace silencieuse. La bête hurlante remarque la tentative d'évasion du démon talentueux et se dirige vers lui, le faisant paniquer et réaliser qu'il doit utiliser son arme secrète avant que la bête ne puisse l'atteindre. Il se fige soudainement sur place, sentant une aura puissante et terrifiante émanant de Gron. La bête est confuse quant à la raison pour laquelle ce démon extrêmement faible n'a pas peur d'elle et se demande s'il connaît sa véritable faiblesse, mais rejette rapidement l'idée. La bête se justifie qu'il est impossible pour un démon de la nouvelle génération de connaître sa faiblesse car ses 9 frères sont morts il y a de nombreuses années. La bête est convaincue que Gron ne fait que bluffer, mais Gron l'avertit froidement que s'il fait un autre pas, il mourra. La bête se moque de la menace et se prépare à déchaîner son autorité. Gron est resté fermement sur ses positions, indifférent aux menaces de la bête. Soudain, le vil démon hurlant s'enfuit,
analysant la situation et décidant qu'une confrontation est trop risquée pour une récompense trop faible et que seul un imbécile accepterait un tel accord, laissant le démon talentueux dans un état de choc. Gron tend la main vers le démon talentueux, mais ce dernier le regarde avec suspicion, s'interrogeant sur ses intentions. Le démon talentueux refuse brutalement l'aide. Gron étendit sa main froidement, arracha un morceau de la robe du démon talentueux, puis essuya le sang de sa main avec. Le démon talentueux se met en colère, le traitant de sale paysan. Ensuite, les autres démons entourent Gron, surpris qu'il ait réussi à effrayer la bête et exigent de connaître l'astuce qu'il a utilisée. L'un des démons de la classe guerrière leur dit qu'un esclave ne devrait rien leur cacher. Gron explique calmement qu'il a lu une fois dans le manuel tactique humain contre les démons que les vils démons hurlants n'ont pas de vision fixe, et que tout ce qu'il faut faire, c'est rester immobile pour qu'ils ne puissent pas vous voir. Les démons reconnaissent que le livre a été écrit par le fou tueur de démons, Gron, et l'un commente que Gron comprenait mieux les démons qu'eux, tandis qu'un autre exprime son soulagement qu'une personne aussi terrifiante soit morte il y a 5 ans. Sur la base de ces nouvelles informations, il décide de traquer la bête pour la récompense. Gron pense sarcastiquement, révélant qu'il a menti sur la faiblesse du vil démon hurlant et qu'il espère que les autres démons vont se faire tuer en croyant son mensonge. Pendant ce temps, le démon talentueux ressent de la colère envers Gron pour ce qu'il perçoit comme de l'arrogance et du mépris. Un de ses disciples l'a approché avec inquiétude, lui demandant comment il allait, mais le démon talentueux n'a pas admis sa faiblesse. Au lieu de cela, il expliqua avec impatience qu'il était juste fatigué et voulait s'asseoir un peu, affirmant que ses jambes n'avaient pas encore atteint le point de paralysie complète. Après cela, le démon talentueux ordonne à 5 de ses disciples de poursuivre Gron et de le tuer de la manière la plus humiliante possible. L'un des disciples lui assure que la mort de Gron sera satisfaisante. Gron sent qu'il est suivi, alors il s'arrête et dit à ses poursuivants qu'ils l'ont suivi assez longtemps, et qu'il est temps d'une confrontation. Les 5 démons apparaissent, et l'un d'eux crée un brouillard épais pour couvrir la zone et empêcher toute interférence extérieure. L'un d'eux ordonne à ses camarades de se dépêcher après Gron afin qu'ils ne perdent pas sa trace. Dans le brouillard, les démons expliquent que le talent inné des démons serpents vient de la lignée du serpent ancien, et ils se mettent en garde contre son venin. Mais ils minimisent le danger, pensant que le venin de Gron ne sera pas fort à cause de son faible pouvoir de saut. Après avoir décidé de se séparer pour le chercher, l'un d'eux hurle de douleur, disant que le serpent de Gron l'a mordu à l'estomac. Puis le démon explose, libérant un brouillard qui recouvre ses camarades. Les autres réalisent vite qu'il y a du venin dans le brouillard lui-même et commencent à hurler de douleur quand il atteint leurs yeux. Grin révèle qu'il utilisera ces 5 démons pour tester les capacités de son nouveau talent inné. Il utilise la capacité de vision thermique pour voir clairement dans le brouillard, puis utilise la frappe du serpent pour lancer des attaques serpentines avec ses bras. Grant est impressionné par les options tactiques que sa nouvelle lignée offre par rapport à sa vie passée. Le démon rouge utilise son pouvoir pour éloigner le brouillard de lui. Une fois le brouillard dissipé, Grant fait face aux 2 derniers démons restants qui se moquent de lui et le considèrent comme rien sans son brouillard empoisonné. Le démon rouge montre sa force pour tenter d'intimider Grant. Grant regarda le démon rouge avec des yeux reflétant son impatience. Grant se précipite vers lui et le bête d'un seul coup qui lui perce le cœur. L'autre se rend immédiatement, suppliant de ne pas être tué. Grant lui en demande la raison, et le démon blâme le démon talentueux aux cheveux jaunes, affirmant qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Grant trouve cette raison insuffisante. Le démon terrifié suggère d'emmener Grant dans la grotte secrète du démon talentueux, qui contient sûrement de précieux trésors. Cette idée intéresse Grant car il pense que l'amélioration de sa capacité de mer de cadavres et de sang l'aidera à atteindre le 2e saut et à éveiller son autorité appelée mue de serpent, qui nécessite un trésor rare comme sacrifice pour l'évolution. Grant accepte d'aller voir la grotte. Le démon conduit Grant à une cascade et lui dit que le trésor du lièvre jaune est caché dans la grotte derrière elle. Grant pousse le démon qui l'a guidé dans la grotte, seulement pour que ce dernier soit surpris par un piège de flèches mortelles qui perce son corps. Froidement, Grant prononce un remerciement sarcastique avant de disparaître dans les profondeurs de la grotte. Ailleurs, le chef de la région de Yuanshan, une démone nommée Skullcruché, reçoit un rapport selon lequel le vil démon hurlant a causé le chaos au camp d'entraînement de nouvelle recrue numéro 2, puis s'est enfui par peur d'un esclave démon de lignée de serpent. Skullcruché trouve cette nouvelle intéressante. À l'intérieur de la grotte, Grant ne trouve qu'une petite boîte. À ce moment, le démon talentueux aux cheveux jaunes apparaît soudainement et arrache la boîte de la main de Grant, criant à Grant d'oser toucher ses affaires. Le démon talentueux attaque, mais Grant le bloque facilement et lui casse la jambe. Le démon talentueux est choqué par la transformation complète de la personnalité et du pouvoir de Grant, réalisant pourquoi ses 5 disciples n'ont pas pu le gérer. Étant donné l'espace restreint et sa blessure, il réalise qu'il ne peut pas combattre Grant dans cette zone confinée. Le démon talentueux décide qu'il doit d'abord battre en retraite. Il utilise son talent inné, l'armure de plumes de roche, pour faire pousser des ailes et s'envoler. En voyant le démon volant, Grant se souvient d'un autre démon volant de son passé. Grant se lance de la grotte avec une force immense, et ce souvenir semble déclencher une puissante rage en lui. Le démon talentueux est choqué quand il voit que Grant a réussi à l'atteindre. Grant rattrape le démon en fuite et l'attaque avec un barrage de coups de poing violents,
mais le démon talentueux le repousse, ce qui fait tomber Grand dans un lac voisin. Le démon talentueux se moque de Grand, lui disant qu'il est tombé dans le lac de jus de Yuan Shan, rempli d'innombrables insectes assoiffés de sang. Alors que ces insectes sont apparus et ont commencé à attaquer Grand, le démon talentueux a dit à Grand d'un ton sérieux que ces insectes biliaires de Yuan Shan sont insatiables de sang, et leur nombre est immense, innombrable comme les poils d'un bœuf. Il ajoute qu'il prendra plaisir à les regarder ronger la chair de Grand jusqu'à ce qu'il ne reste que des os. Le démon se dit que le jus des restes du puissant troll, Yuan Shan, a suffi à former ce lac mortel, et que si Yuan Shan était encore en vie, ils auraient déjà anéanti les humains. Grand commence à combattre les insectes, faisant preuve d'une force immense. Alors qu'il continue à combattre les insectes un par un, le démon talentueux est surpris par la puissance de combat de Grand. Il se moque de lui, disant que sa force ne vaut rien contre le nombre infini d'insectes. Grand utilise sa capacité serpentine, lançant de multiples et rapides attaques qui tuent les insectes en grand nombre. Malgré cela, le démon talentueux continue de se moquer de sa vitesse, le traitant de fermier sale. Le démon talentueux continue de se moquer de Grain, traitant ses attaques serpentines de vers de terre lent, et lui dit d'attendre qu'il meure lentement. Peu de temps après, Grand élimine un grand nombre d'insectes à jus, leur corps tombant du ciel, puis il attaque le démon talentueux directement. Le démon est surpris par la vitesse accrue de Grand. Grand pense que bien qu'il ait tué de nombreux insectes, ils étaient si faibles qu'ils ne l'ont élevé qu'au 2e niveau de saut. Cependant, il croit que ce pouvoir est suffisant pour s'occuper de cet oiseau ennuyeux. Grand apparaît devant le démon et menace de trancher le haut de son crâne la prochaine fois qu'il clignera des yeux. Le démon le traite de fou, mais est choqué par l'incroyable vitesse de Grand. En colère, le démon talentueux déchaîne son arme secrète, la flèche démoniaque de l'empereur Shu, expliquant qu'il l'a trouvée avec sa sœur quand il vivait au bord de la mer et croit que c'est le destin qui l'utilise en ce moment. La flèche frappe Grand, et une énergie serpentine sombre enveloppe son corps autour de la flèche chargée de foudre violette, et il tombe dans les profondeurs du lac. Le démon talentueux s'interrogeait anxieusement sur la véritable situation, se demandant si Grand avait vraiment été blessé par la féroce flèche de tonnerre. La sœur du démon talentueux arrive et lui demande avec inquiétude s'il va bien. Il lui dit qu'il va bien et qu'il vient de s'occuper d'un voleur qui a essayé de voler leurs affaires. Il brandit un objet précieux expliquant qu'il est censé être utilisé pour soigner ses yeux et qu'il le protégera de sa vie. Sous l'eau, son corps a réagi étrangement à la flèche car il ne se souvenait pas que la flèche avait la capacité de défigurer le corps. Il se demande pourquoi son corps réagit ainsi à la flèche. Grand a un moment de réalisation soudain comme si les pièces d'un puzzle qui ne correspondaient pas s'étaient enfin assemblées devant lui. Un serpent massif apparaît devant Grand, s'enroulant en forme de symbole de l'infini. Grand réalise que son corps, tenté par le rare sacrifice de la flèche, a instinctivement déclenché l'éveil automatique de son autorité. Grand considère ce tournant comme une chance. L'autorité de l'ancienne lignée de serpents est révélée. Nu de serpent, une explosion massive d'énergie jaillit du lac. Le démon et sa sœur regardent les bulles disparaître de la surface de l'eau, croyant que Grand est sûrement mort. Alors qu'il dit à sa sœur qu'ils peuvent enfin se détendre, la foudre frappe le ciel. Le ciel change soudainement, couvert d'épais nuages sombres, et la pluie tombe abondamment, inondant le sol, tandis qu'un fort tonnerre gronde et que des éclairs violents traversent le ciel. Le démon talentueux s'est figé sur place, les yeux s'écarquillant d'étonnement en regardant la foudre noire fendre violemment le ciel. Un énorme éclair violet a frappé le lac, provoquant une violente explosion qui a résonné dans la région, et les vagues se sont élevées haut. La sœur du démon talentueux remarque que quelque chose a sauté de l'éclair, et quand son frère demande où il est, elle montre du doigt et dit que c'est là. Le démon talentueux regarde et n'en croit pas ses yeux en voyant Grand debout sur une statue au milieu de l'eau. Grand apparaît sous sa nouvelle forme de tonnerre féroce au milieu du lac, entouré d'une aura de foudre violette violente. Le démon talentueux et sa sœur sont sous le choc sous la forte pluie. Grand leur dit calmement qu'il les a fait attendre leur mort. Il se corrige ensuite en disant que c'était son erreur, ce qui met en colère le démon talentueux qui se précipite vers lui criant de ne pas devenir arrogant et le traitant de fermier sale. Grain part facilement l'attaque et le coupe en même temps, en voyant son adversaire voler dans les airs, hurlant de colère et accusant Grain de l'avoir trompé. Grain apparaît derrière lui et lui arrache une de ses ailes, pensant qu'un adversaire de ce niveau ne suffit pas à tester pleinement ses capacités actuelles. Le démon talentueux tombe dans l'eau. La sœur du démon talentueux se précipite vers lui avec peur et inquiétude, les yeux remplis de panique face à ce qui aurait pu lui arriver. Le démon talentueux maudit sa faiblesse et souhaite être plus fort. La peur pour le sort de sa sœur après sa mort le pousse à libérer son pouvoir latent alors qu'une énergie jaune massive éclate. Grand remarque cette transformation tandis que sa sœur se rend compte que son frère a enfin réveillé sa propre autorité de l'armure de plume de roche. Déterminée à ne plus être un fardeau, sa sœur décide qu'elle ne peut pas le laisser se battre seule. Elle libère sa capacité, contrôlant l'œil de démon, et invoque une bête massive de l'eau. Les frères et sœurs laissent échapper un cri, déclarant leur préparation pour une bataille décisive qui pourrait mener à la vie ou à la mort. Son frère libère sa technique, la pluie de flèches secouant le ciel, et les deux lancent une attaque conjointe dévastatrice sur Grand.
Gron se tient ferme contre la double attaque se préparant à la confrontation entourée d'énergie de tonnerre violette, puis se précipite vers eux à pleine vitesse. Gron a habilement esquivé les attaques de plumes lancées par le démon talentueux. Puis il s'est approché du démon talentueux et lui a donné un coup de pied au visage. Grâce au puissant coup de pied, le démon talentueux a été projeté dans les airs et jeté loin du champ de bataille. La bête invoquée par la sœur du démon talentueux s'est approchée en tentant de dévorer Gron. Gron utilise la technique de la frappe du serpent de tonnerre des enfers, libérant une attaque massive en forme de serpent d'énergie violette, et bat facilement la bête. Le démon talentueux voit cela comme une occasion parfaite et décide d'utiliser les cadavres d'insectes comme couverture pour lancer une attaque surprise. Gron remarque ce plan, admettant que son adversaire a une certaine ruse, mais Gron contre son attaque en utilisant son énergie violette. À ce moment, sa sœur utilise son œil de démon de contrôle, capacité de regard de renforcement pour renforcer l'attaque de son frère, qui se transforme en une technique améliorée appelée la foreuse de retour méprisant le ciel. Le démon talentueux remarque que le pouvoir de saut de Gron diminue rapidement, suppose qu'il essaie de se défendre de toutes ses forces et crie avec confiance que ce coup ne peut pas être bloqué. Gron admet que l'attaque de son adversaire est louable et en effet invincible. Et pour cette raison, il n'a pas d'autre choix que de l'anéantir complètement. La confrontation se termine par la défaite du frère et de la sœur qui tombent dans l'eau gravement blessés. Le démon talentueux mourant essaie de donner à sa sœur une petite bourse, lui demandant de la prendre et de courir, mais elle refuse de l'abandonner. Gron arrive et piétine la main du démon talentueux tenant la bourse. Le démon talentueux supplie Gron de rendre la bourse, expliquant que la maladie oculaire de sa sœur l'oblige à consommer des yeux humains fraîchement cueillis pour éviter de devenir aveugle. Gron lui dit que c'est un problème qui peut être résolu avec un simple art de guérison. Le démon talentueux répond que les bons guérisseurs sont plus rares que les yeux humains. Gron lui a dit qu'à cause de cela, beaucoup d'innocents avaient perdu leurs yeux. La sœur du démon abandonne le trésor et implore la miséricorde, demandant à Gron de tout prendre et de les laisser tranquilles. La pluie s'arrête soudainement, et Gron pose une question au démon. Ces gens l'ont-ils imploré pour la miséricorde quand leurs yeux étaient arrachés? La sœur du démon est choquée et sans voix, alors Gron exige une réponse par oui ou par non. La sœur du démon admet qu'elle a oublié. Gron conclut qu'il y réfléchissait trop. Malgré le fait d'avoir une civilisation et des émotions, l'essence des démons reste inchangée. Ils sont seulement passés de faire du mal aux gens à leur faire du mal pour leur propre bénéfice, et ils considèrent la vie comme sans valeur et voient faire du mal aux autres comme normal. Ensuite, Gron réfléchit que la forme de tonnerre féroce qu'il a obtenue est son plus grand gain jusqu'à présent, mais il se rend compte que l'utiliser consomme une grande quantité de puissance de saut, il ne peut donc pas l'utiliser librement pour le moment. Ailleurs, un démon trouve les corps du frère et de la sœur et fait son rapport à son chef. Le chef explique que la mort du frère et de la sœur n'a rien à voir avec le changement soudain de temps car leurs têtes ont été soufflées en un instant par un coup de foudre. Décrivant la méthode comme rapide et violente, leur chef, Skullcrusher, apparaît et déclare qu'il semble qu'un invité non invité est arrivé sur son territoire. Skullcrusher ordonne qu'à partir de maintenant, elle doit personnellement enquêter sur toute mort étrange de nouveaux venus talentueux. Pendant ce temps, Gron marche dans la forêt. Lorsque Skullcrusher le confronte et lui demande qui il est et ce qu'il fait là, Gron lui dit qu'il cherche des fruits sauvages à prendre et à planter. Skullcrusher se souvient de lui et le reconnaît comme l'esclave dont elle a entendu parler qui a effrayé le démon hurlant ignoble. Elle lui dit qu'il y a quelque chose de plus important maintenant, le jette au sol et l'épingle avec son pied, disant qu'elle a eu envie d'une tarte aux fruits ces derniers temps, et qu'il ferait mieux de trouver de bons fruits. Puis elle se penche sur lui et menace de faire un plat délicieux de lui s'il ne le fait pas. Gron utilise cette proximité pour examiner son pouvoir de saut, réalisant qu'elle est au 4e niveau de saut et qu'elle est de type défensif, possédant une grande force similaire à son ancien compagnon, Faya. Gron analyse la situation, se considérant maintenant comme un démon axé sur la vitesse, ce qui lui donne un avantage contre les adversaires puissants, mais il manque de moyens offensifs efficaces contre un type défensif. Il pense avec regret que s'il pouvait tuer cette démone du 4e saut, sa mère de cadavre et sa capacité sanguine verraient une augmentation significative, mais il se rend compte que l'écart de leur pouvoir est immense. Et plus important encore, il ne connaît pas sa faiblesse, ce qui rend ses chances de gagner extrêmement minces. Malgré cela, il se demande comment il peut résister à son désir de l'acquérir. Pendant ce temps, Skullcrusher recherche dans l'encyclopédie des talents innés pour identifier le talent utilisé pour tuer les deux démons. Elle exclut le talent de l'organe de stockage d'électricité car les marques sur le corps ne correspondent pas à ce type de courant électrique. Elle lit ensuite sur la mère de cadavre et le talent sanguin dont la puissance de l'utilisateur augmente avec chaque vie qu'il tue, mais elle le rejette également d'emblée. Gron décide qu'il doit trouver un moyen d'augmenter sa puissance à un niveau où il peut la tuer avec une seule attaque surprise sans qu'elle ne remarque ou ne soupçonne quoi que ce soit. Il voit deux démons conduire un chariot, où l'un avertit l'autre que le patron les tuera si elle découvre à leur sujet, mais l'autre le rassure en lui disant que l'endroit est bien caché et qu'elle ne les trouvera pas. Gron les regarde de loin, pensant que cet endroit bien caché est parfait pour qu'il augmente sa puissance en toute sécurité. Gron arrive à l'entrée d'une grotte où un garde l'arrête et exige le mot de passe du marché noir pour entrer. À l'intérieur, il y a un marché noir animé.
Grand entre et jette la tête du garde dans le feu. Il entend des démons parler de la difficulté d'obtenir des mots de passe, et l'un d'eux déplore l'ancien temps dans la région de Yuanshan où il pouvait acheter des humains à tout moment, mais maintenant tout est secret. Un vendeur offre de l'acier du matin, un matériau de qualité supérieure qui peut rendre les techniques d'épée des dizaines de fois plus fortes, mais un client doute de son utilité, disant qu'il n'a jamais entendu parler d'un forgeron qui peut forger cet acier. Un autre vendeur propose des potions de puissance de saut faites à partir des cœurs de créatures à deux pattes. Un démon commente que le patron écorcherait le vendeur 10 fois si elle découvrait cette contrebande, tandis qu'un autre admire les marchandises, considérant que son voyage en vaut la peine. Un démon se demande pourquoi le patron a interdit le commerce de tous les produits et esclaves humains il y a 2 ans. Un autre répond qu'elle l'a fait sous prétexte de conserver les ressources, pensant qu'elle a perdu la tête. Grand déduit de ce comportement anormal que le patron complote probablement quelque chose. Un marchand annonce l'arrivée de nouveaux produits humains, expliquant que leurs prix sont raisonnables car ils sont tous aveugles à l'exception du premier. Un client se met en colère et accuse le marchand d'essayer de les tromper avec des produits défectueux, tandis qu'un autre ajoute qu'il a entendu parler d'un frère et d'une sœur qui arrachaient des yeux humains, concluant que ce marchand a dû en profiter en premier. Le marchand essaie de calmer la foule, leur assurant qu'il vendra ce lot à un prix de liquidation. Grand s'avance et annonce qu'il va tous les acheter. Le marchand se moque de lui, se demandant s'il a l'argent car il a l'air complètement fauché. Grand propose de les échanger contre la flèche du tonnerre féroce, et si ce n'est pas une affaire équitable, le marchand peut considérer qu'il n'a rien dit. Le marchand reconnaît la flèche et demande à Grand à voix basse s'il veut dire l'arme secrète du garçon aux cheveux jaunes. Le marchand ordonne à son assistant de sortir les humains pendant qu'il parle avec Grand en privé. Les humains sont appelés et reçoivent l'ordre de sortir. Un garçon aveugle tombe au sol, tâtonnant pour trouver quelque chose qu'il a laissé tomber lorsqu'il a trébuché, puis est traîné brutalement à l'extérieur. Le garde déplore sa chance car il avait prévu d'en garder un pour lui comme repas. Le marchand demande à Grand s'il a peur que le garçon aux cheveux jaunes découvre qu'il a volé son trésor. Grand admet qu'il est pressé de s'en débarrasser. Soudain, Grand attaque le marchand puis le torture brutalement. Le marchand essaie de s'échapper de toutes ses forces, mais Grand le traîne à l'intérieur. Il ferme ensuite la pièce, et peu après, du sang s'infiltre sous la porte. Après avoir tué le marchand, Grand quitte la pièce et tue tous les disciples du marchand sur le marché. Dehors, un des démons ordonne aux humains d'obéir et de ne faire aucun bruit, menaçant d'arracher leur langue et de les griller. Grand apparaît soudainement et tue les gardes en un instant. Grand pense que maintenant il n'est plus complètement sans défense, mais il remarque que le compteur a déjà terminé un cycle. Une petite fille terrifiée est témoin de ce qui s'est passé et considère Grand comme un démon parmi les démons. Une notification apparaît indiquant que le jour de chance de l'autorité n'a pas réussi à s'activer. Grand se souvient que cette autorité est rare et a des effets secondaires négatifs, ne peut pas être contrôlée volontairement et a une chance de s'activer automatiquement chaque fois que le compteur termine un cycle et passe au nombre suivant. Grand regarde les 2 enfants restants et donne à l'enfant aux yeux bandés l'objet qu'il a laissé tomber. Le garçon aux yeux bandés confirme qu'il s'agit de leurs affaires et les prend à Grand. Grand leur ordonne à tous de le suivre. La fille demande s'il tiendra la corde avec laquelle il les guide. Grand jette la corde par terre, expliquant qu'il n'aime pas voir les gens être menés. Plus tard, après que Grand ait guéri les yeux de l'humain, l'un d'eux crie de joie qu'il peut voir à nouveau et remercie Grand abondamment, l'appelant un grand bienfaiteur et exprimant son étonnement qu'il y ait une bonne personne parmi eux. Un autre homme le gronde pour ses propos inappropriés envers leur bienfaiteur. Le deuxième homme s'excuse auprès de Grand, expliquant que son compagnon a toujours peur des démons aux cheveux jaunes et ne peut pas parler correctement et lui demande de lui pardonner. Pendant ce temps, le petit garçon remercie Grand de l'avoir aidé à retrouver leurs affaires et à leur avoir rendu la vue, mais Grand lui dit de se taire. La petite fille demande à Grand pourquoi il les a sauvés des démons alors qu'il est lui-même clairement un démon. Grand répond simplement qu'il l'a fait parce qu'il le voulait. La fille est surprise et confuse par sa réponse. Grand la regarde fixement et lui ordonne de se taire car les adultes sont occupés. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.